Bonjour, Hervé Broyard, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne Expertissime et aujourd'hui nous accueillons Pascal Jocalaz, expert immobilier qui participe chaque année à la commission d'aménagement foncière et qui va nous parler des problématiques de l'urbanisme. Pascal, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de t'accueillir ce matin. Tu es spécialiste de l'urbanisme et nous souhaitons te poser une première question sur l'historique du lotissement. Est-ce que tu peux nous refaire la genèse de cette problématique du lotissement? La législation sur les lotissements a démarré en 1919 avec la loi Cornudet qui a donné donc une existence légale au lotissement en créant un cahier des charges contractuel qui était donc la base de la règle de vie commune entre les colotis. Chaque coloti devait donc y adhérer. Ensuite, nous sommes arrivés en 1977 où le législateur donc a mis encore un petit peu d'ordre et a souhaité donc un cahier des charges approuvé. Et ce cahier des charges donc contenait à la fois des clauses réglementaires et également des clauses contractuelles. Les clauses réglementaires concernaient toute la partie urbanisme, le coefficient d'emprise au sol, les hauteurs, le coefficient d'occupation des sols, et la partie contractuelle entre les colotis qui s'appelait donc le cahier des charges. Donc de 1919 jusqu'à fin 1977, donc le lotissement comportait un cahier des charges qui était approuvé. Et ce cahier des charges avait double casquette. À la fois, il y avait des règles d'urbanisme et à la fois des règles contractuelles entre les colotis. Et il a fallu attendre après le 1er janvier 1978 pour que le législateur souhaite deux documents distincts. Le cahier des charges, qui fixait toujours les règles de bonne vie entre les colotis, et le règlement, qui lui ne devait contenir que des règles d'urbanisme. Certains lotisseurs, après cette date, ont continué à intégrer dans le cahier des charges des règles d'urbanisme, ce qui complexifie encore davantage le problème par rapport à la loi ALUR. Et aujourd'hui, la difficulté de la loi ALUR, c'est qu'elle tend à supprimer la partie réglementaire, toutes les conditions, tout ce qui est contenu dans un PLU et qui se retrouve dans un cahier des charges est caduque, dans un règlement est caduque, alors qu'il y a des règles qui sont à la fois des règles de droit privé et sur lesquelles les juristes ne sont pas d'accord. Est-ce que c'est une règle de droit commun ou est-ce que c'est une règle de droit privé? Là est la difficulté. Donc on n'a pas encore de retour de décision de justice postérieure à la loi ALUR, ce qui pose problème aujourd'hui pour les agents immobiliers dans le cadre de vente de maisons en lotissement sur lesquelles l'acheteur veut éventuellement agrandir, démolir, reconstruire. Et donc la pérennité de ces règles est mise à mal par la loi ALUR. Alors Pascal, tu as souhaité, vu la complexité de la législation, préparer un tableau pour les agents immobiliers. Oui. Est-ce que tu peux nous le commenter? Alors oui, le tableau est un tableau, je dirais, synthétique, puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas de retour de décision de justice postérieure à la loi ALUR. Il va falloir encore attendre un petit peu de temps pour que la jurisprudence se fasse. Donc ce tableau est un document de synthèse. Il y a encore énormément de rouge sur le tableau, vous allez voir, et ce tableau met en évidence la problématique juridique avec des clauses qui ont été notées, notamment a priori il semble que, et ça sera toujours sous l'appréciation souveraine des tribunaux. Donc après on verra comment on va dans nos compromis, peut-être essayer de verrouiller tout ça, puisque les juristes au jour d'aujourd'hui n'ont pas de recul par rapport à ces décisions. Voilà, donc je vais vous commenter ce tableau où on va retrouver donc trois colonnes. On voit une colonne qui s'appelle cahier des charges approuvé, une colonne qui s'appelle cahier des charges non approuvé et une colonne qui s'appelle règlement des lotissements. La colonne règlement des lotissements ne pose pas de problème au niveau de la loi ALUR, puisqu'on vous dit les règles du PLU et du POS en vigueur dans la commune s'appliquent. On ne tient plus compte des éventuelles restrictions liées au droit de construire. Donc ça, par rapport à la loi ALUR, il n'y a pas de souci particulier. Là où ça se complique, c'est pour la deuxième et troisième colonne, c'est concernant le cahier des charges. Donc on voit bien que jusqu'au 31 décembre 1977, il y avait un cahier des charges qui était approuvé. Pourquoi était-il approuvé par l'administration? Parce qu'il contenait à la fois des règles de droit privé et des règles publiques, des règles réglementaires, c'est-à-dire toute la partie urbanisme. Les règles d'un PLU ou d'un POS en vigueur dans la commune s'appliquent et on ne tient plus compte des éventuelles restrictions liées au droit de construire, sauf les dispositions non réglementaires qui ne peuvent être modifiées qu'à la majorité ou l'unanimité des colotis. Après, on verra quelques exemples de ce qui a priori disparaît pour les colonnes cahier des charges approuvées et la colonne cahier des charges non approuvées.
Pour la colonne cahier des charges non approuvé, donc c'est après le 1er janvier 1978, là je vous rappelle, le législateur a voulu deux documents distincts. On a un règlement qui ne doit comporter que des clauses réglementaires, c'est-à-dire des clauses d'urbanisme, et on a le cahier des charges qui comporte les règles de bonne vie entre les colotis dans le lotissement. Donc toutes les clauses de nature non réglementaire seront caduques au plus tard le 24 mars 2019 si le cahier des charges n'est pas publié aux hypothèques. Donc les colotis auront toujours la possibilité de publier ce cahier des charges aux hypothèques, mais qui ne devra comporter que des clauses de droit privé et pas des clauses d'urbanisme. Donc je vais vous montrer quelques clauses supposées non réglementaires concernant cette colonne. Donc concernant les lotissements créés avant le 1er janvier 1978, donc on a forcément un cahier des charges approuvé et toutes les règles d'urbanisme non conformes aux documents d'urbanisme en vigueur dans la commune est caduque. Sauf a priori l'interdiction de diviser, car selon les juristes, c'est une disposition non réglementaire. Alors quelques exemples, je dirais, de dispositions qui sont a priori caduques, et je dis bien a priori, puisque pour le moment on n'a pas de retour de décision de justice. Un cahier des charges qui interdit l'extension des constructions existantes alors que les dispositions du PLU ou les règles du POS le permettent et autorisent cette extension, a priori serait caduque. Un cahier des charges interdisant une construction en limite séparative de terrain alors que dans le PLU ou le POS on a la possibilité de le faire, a priori cette clause serait caduque. Un cahier des charges limitant la construction à 150 m² de surface de plancher par lot alors que les dispositions du PLU ou les règles du POS permettent ou autorisent des surfaces de plancher supérieures, a priori serait caduque. Et également un cahier des charges limitant la hauteur des bâtiments à R plus un niveau, alors que les dispositions du PLU ou les règles de POS permettent une autorisation à R plus 2 niveaux, serait a priori caduque. Alors concernant les lotissements à partir du 1er janvier 1978, donc les lotissements de plus de 10 ans, dans les clauses de nature réglementaire, on dit que les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment les clauses de nature réglementaire, c'est-à-dire les règles d'urbanisme du cahier des charges, s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de 10 années à compter de délivrance de l'autorisation de lotir, si à cette date le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, par exemple un POS. Toutes les clauses de nature réglementaire d'un cahier des charges non approuvé par l'administration, qui fut publié ou non, sont réputées caduques depuis la date de mise en application de cette loi. Et donc les exemples que je citais précédemment s'appliquent également à ces lotissements créés depuis le 1er janvier 1978. Donc il va falloir attendre les décisions de justice et la jurisprudence de manière à y voir un petit peu plus clair. Alors le conseil qu'on peut donner, je dirais, aux agents immobiliers lorsqu'ils vont faire leur compromis, c'est de noter une phrase qui explique que l'acquéreur a pris conscience de cette difficulté et qu'il existe des doutes au regard du droit actuel quant à la pérennité des dispositions contenues dans le cahier des charges et sur le risque éventuel d'une condamnation à démolir si tant est que l'acquéreur souhaite faire des travaux qui ne seraient pas conformes au cahier des charges du lotissement. L'essentiel aujourd'hui, c'est que les agents immobiliers, à partir de ton tableau que tu as préparé et mis en place, vont pouvoir se situer et vont pouvoir orienter leur compromis en fonction de la situation. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de se dire dans quelle situation je me trouve, voilà le risque que je prends et comment je vais pouvoir, dans mon compromis, échapper autant que faire se peut à ce risque. Parce qu'en fait, la pérennité des règles est mise à mal par la loi Allure. Donc on peut aujourd'hui acheter un terrain en voulant éventuellement agrandir ou déconstruire une maison et en se retrouvant avec une problématique de ne pas pouvoir la réaliser conformément à ce qu'on avait prévu. D'accord. Pascal, concernant les pollutions des sols, depuis la loi Allure, il y a des nouveautés que l'agent immobilier doit respecter. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc la loi Allure a introduit une nouvelle recherche qui est d'informer le candidat acquéreur sur le bien qu'il va acheter. Est-ce que ce bien est situé
sur un site pollué. Donc aujourd'hui, peu de dispositions puisque les cartes n'existent pas encore. Aujourd'hui, donc l'agent immobilier devra aller sur le site qui s'appelle Basol, qui est un site de pollution des sols, pour vérifier si le bien qu'il achète est concerné ou pas par une pollution. Par contre, les préfets vont devoir mettre en place une cartographie beaucoup plus précise et nous allons avoir à terme un petit peu les mêmes cartes que nous avons actuellement pour les plans de prévention de risque, mais qui ne traiteront que de la partie pollution. Alors Pascal, le point de départ de l'agent immobilier, c'est l'estimation. Oui. C'est un travail important, la responsabilité de l'agent immobilier est engagée. Avec ces nouvelles règles d'urbanisme, l'estimation, est-ce que tu peux effectivement nous en dire quelques mots? Comment l'agent immobilier va intégrer ces nouvelles règles dans son rôle d'estimateur? Oui, donc la problématique pour les agents immobiliers qui vont devoir estimer un bien depuis la loi Allure, notamment les propriétés avec du foncier, ça va créer donc un souci dans le sens où la loi Allure a supprimé la surface minimum pour qu'un terrain soit constructible et également le coefficient d'occupation des sols. Ce qui veut dire qu'une propriété avec un jardin important pourra peut-être faire l'objet de détachements parcellaires et que ces détachements, selon les régions en France, vont amener une plus-value certaine et une rentabilité meilleure au niveau de la valeur du bien. Donc l'agent immobilier qui va être confronté à ce problème, me semble-t-il, devrait faire établir un petit contrat, un petit document, un genre de lettre de mission entre le demandeur et l'agent immobilier pour préciser la mission. Est-ce que j'estime cette maison en l'état ? Est-ce que je l'estime en l'état en tenant compte des éventuels droits à bâtir susceptibles d'être édifiés sur la parcelle? Est-ce que le jardin est géré en jardin d'agrément sans me préoccuper des éventuels détachements? Ça, je pense qu'il faut le cadrer afin que la responsabilité de l'agent immobilier ne soit pas engagée s'il passait à côté d'une valorisation importante. Pascal, merci pour toutes ces précisions. Merci à toi. Je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter de toutes ces problématiques et je sais que pour le réseau SIM, tu proposes des formations spécifiques sur ces difficultés que l'on rencontre quotidiennement maintenant. Voilà, et qu'on pourra mettre en œuvre ensemble. Merci à toi. Merci Pascal. Au revoir.